Ronan, bonjour. Merci bonjour. Pour ce festival d'Angoulême. Merci à vous. Pour une superbe nouveauté. Ouais, c'est clair. Piras Dei. Ouais. Avant d'entrer peut-être dans le récit et dans le travail que tu as fait avec Vincent, je voudrais qu'on parle un petit peu de la couve et du titre. Donc, ouais. Qui claque vraiment, ça sent la sueur, ça sent le sang, ça sent la testostérone. Un petit mot peut-être sur le choix graphique de la couverture. Alors il y avait plusieurs choses. Je voulais une approche de couverture qui soit simple. Je voulais quelque chose qui regorge pas de détails, qui accroche le regard, pas de décor, juste le personnage principal. Sur ce premier diptyque, l'important c'est de présenter les deux personnages principaux, dont on reparlera tout à l'heure, Tancred et Étienne. Tancred étant qui a une identité secrète, est le personnage majeur, on va dire, celui en tout cas qui tient les rênes sur ce tome 1. C'était lui qu'il fallait mettre en avant. On avait fait plusieurs recherches, dont une qui avait un côté beaucoup plus guerrier avec l'épée à la main, mais l'épée à la main tenue vraiment de manière offensive. Et on s'est dit que cette présentation frontale, avec l'épée sur l'épaule, avec un air calculateur, le petit sourire en coin, présentait le personnage dans son entièreté. C'est quelqu'un qui est stratège. C'est un stratège, c'est un guerrier effectivement de naissance, un ancien noble, comme les gens l'apprendront à la lecture de l'album. C'est aussi quelqu'un qui a un double visage. Il a une partie scarifiée qui s'est fait pendant tout un passé dans les mines de soufre en Anatolie, qui appartient à l'Empire byzantin. Donc là, il y avait tout qu'il fallait représenter sur ce personnage, et pour moi ce qui était assez évident, c'était cette vue frontale du personnage. Et l'image est venue assez toute seule en fait. Un petit peu comme pour le Roi des Ribauds à l'époque. Souvent les couvertures chez moi, le processus c'est ça. J'ai réfléchi, puis d'un coup il y a une image, une manière assez inconsistante qui commence à émerger et qui devient persistante. Et ça c'était ma première idée. J'avais fait plusieurs essais pour être sûr de ne pas passer à côté d'autre chose, et en fait on s'est rendu compte que de manière évidente c'était ça. C'était ça. Les couvertures deviennent pendant l'album, à la fin, au début? Alors, souvent c'est assez au début. Là par exemple l'idée je l'avais dès le départ, dès qu'on a proposé le dossier en fait à Dargaud. Et je l'ai fait évoluer parce que au début j'avais pensé à mettre un fond et tout, que j'ai fini par virer. Mais l'idée principale de la couve était là depuis le début. Tout à fait. C'est ta troisième série commune avec Vincent, après donc Bloc 109, Roi des Ribauds. Est-ce que cette complicité qui s'est installée, qui était peut-être déjà prééminente avant même Bloc 109, facilite le travail? Ah bah c'est évident. C'est évident. On se connaît depuis 2003. Depuis qu'on est au lycée, on s'est excité comme des mômes à l'époque en disant on va faire de la BD, on va conquérir le monde, on va être les meilleurs. On a été proposer nos premiers projets, on s'est pris des claques monumentales, on s'est ramassé à deux, on a pris des critiques constructives à deux, on a évolué à deux. Donc il y a aussi tout un historique. Quand on a fini par signer au bout de 5 ans de prospection à deux, c'était une forme de consécration. Quand le Bloc 109 est arrivé en 2010, c'était vraiment ça. C'était cette consécration, et évidemment il n'y avait pas de raison qu'on diverge et qu'on aille chacun de notre côté. Surtout que des idées, des projets qu'on avait même développés ensemble pendant ces 5 ans de prospection, il y a des projets qui sont arrivés à maturité, des projets qu'on a développés après. Le Roi des Ribauds c'en est un justement. Et des idées, on continue toujours à en avoir, même là sur ce salon. Hier, en rentrant à l'hôtel, on parle des idées futures, des choses qu'on fera après. Donc c'est évident, c'est une complicité, c'est aussi... en fait, il n'y a pas de question d'ego, c'est-à-dire que on parle d'un projet, on est dans un bac à sable, on joue, on est débarrassé de n'importe quelle question d'ego ou quoi que ce soit. Il n'y a rien d'autre que comment on va s'amuser, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qui est excitant à faire. Voilà. Est-ce que le récit est au service du dessin, le dessin au service du récit? Est-ce que c'est vraiment un échange permanent, un va-et-vient? Est-ce que Vincent te donne le scénario et tu te débrouilles? J'ai tendance à penser que le dessin est au service du récit, parce qu'on fait une BD, donc on raconte quelque chose. Avant tout, on raconte une histoire, et le dessin doit sublimer au mieux cette histoire.
Après, notre relation fait que c'est un vrai ping-pong entre nous deux et que Vincent, au cours de son écriture, se nourrit aussi de ce que je fais. Dès le début, on parle beaucoup de l'idée, on développe le projet ensemble. Vincent me parle beaucoup de la structure qu'il développe de son côté. Moi, ça me fait penser à des choses. Je vais commencer à crobarder, à poser des designs, des personnages, etc. On les voit d'ailleurs à la fin de l'album. Sur ces personnages, sur les designs des personnages principaux aussi, mais tous les personnages secondaires, Vincent il va rebondir, ça va lui donner des idées. Et il va alimenter ça dans son récit. Et une fois qu'il a fait son script, son découpage, qui est assez particulier, c'est-à-dire c'est très romancé. Et c'est comme un roman en fait chapitré par les pages. Voilà. Et moi je traduis ça en découpage et après tous les deux on revient sur le découpage et on essaie de faire la chose la plus lisible et la plus claire possible et celle qui sert au mieux l'histoire qu'il a développée. Et à ce moment-là, Vincent va pas s'attacher à la proposition de découpage qu'il m'avait fait, il va regarder ce que j'ai fait, il va rebondir dessus et on va essayer de trouver aussi une solution. Est-ce que je suis passé à côté de son propos ou est-ce que justement lui va essayer de dire ah ouais attends mais j'avais pas pensé à ça, ça peut être encore mieux. Est-ce que quand tu lui demandes une double page de bataille générale, il te la fait? Alors c'est plutôt lui qui me propose ça. Et il dit est-ce que ça serait bien qu'on fasse ça? Et moi je dis oui, carrément. Encore une fois, il sait ce que j'ai envie de dessiner globalement, on se connaît suffisamment pour ça. Et il sait très bien. Et l'avantage de Vincent, c'est que. Pardon. C'est quelqu'un qui a un sens visuel assez important. Et dès l'écriture de son script, il y a beaucoup de références. Et dans la manière dont il écrit, son écriture est très imagée. Et moi, évidemment, ça me génère beaucoup d'images qui m'excitent beaucoup. J'ai très envie de les dessiner. Donc, j'ai pas besoin de lui dire « mets-moi ça ». Il sait très bien ce qui me fera plaisir. Ça s'est posé une seule fois, c'était pour le Roi des Ribauds, je lui avais dit ça serait bien qu'on fasse une scène de chasse. Mais sans lui dire il faut absolument que ce soit ça, et au final il a trouvé à la placer de manière très logique dans le livre 3 du Roi des Ribauds. Pour les Radéis, ça s'est pas posé, c'était assez évident et tout ce qu'il a mis en place c'était top. Et le tome 2 qui va arriver, c'est encore mieux. Alors pour rentrer un petit peu plus dans l'histoire, un petit mot peut-être sur le contexte historique et géographique qui n'est pas forcément le plus connu, qui n'a pas été développé, donc on n'a pas forcément le plus parlé. En fait, la genèse du projet, parce que ça vient avec la genèse du projet, quand Dargo nous a approché en disant on adore le Roi des Ribauds, on aimerait, faites-nous quelque chose. On sentait dans le fond, c'était faites-nous quelque chose dans ce ton-là. Et pour nous, on n'avait pas fini d'explorer le Moyen-Âge. Vincent, qui lit beaucoup de revues historiques et tout, était tombé sur un gros article sur les Normands en Sicile. Et il s'était dit, mais là, il y a matière à faire quelque chose d'épique, il y a matière à faire quelque chose d'aventure, épique, avec des personnages assez incroyables, dans un réglage un peu comme la série Viking, où on mélange la légende aux faits historiques en fait. Et on fouille un peu, on se dit en plus, là, les Normands en Sicile, c'est une période qui est très peu connue, et qui n'a jamais été exploitée en BD, tout à fait. Et là, quand il m'en a parlé, je me dis, ah mais carrément, il y a vraiment un côté western en fait, dans cet aspect des choses, avec les Byzantins en plus qui interviennent. Et l'époque byzantine, on la connaît très peu, elle n'est pas enseignée à l'école. Et voilà, donc en fouillant, on s'est rendu compte qu'il y avait une matière et des personnages assez incroyables et qu'on pouvait faire quelque chose. Petit à petit, il y avait cette idée un peu inconsistante que Vincent avait, qui était celle de Robert le Diable. Et petit à petit, il s'est dit, je peux mixer ça avec ce contexte-là. Et ça a donné des... Donc on part de faits historiques réels, puisque tout à fait. Voilà, l'existence réelle, on pense visiter, je pense, un château en ruine du côté de Rouen. Tout à fait. C'est ça qui est drôle, c'est que autour de Robert le Diable, c'est beaucoup de légendes, c'est beaucoup de mythes, c'est beaucoup de fantasmes aussi. On suppose que le personnage vraiment de Robert le Diable est né au 19e siècle dans des opéras. Il est devenu romanesque à ce moment-là. Beaucoup d'historiens raccrochent le mythe au personnage de Robert le Magnifique, donc le père de Guillaume le Conquérant, qui avait effectivement un côté très diabolique dans sa manière d'agir, surtout dans sa jeunesse, et puis jusqu'à sa mort donc. Et c'est là où on innove, je pense, c'est qu'on utilise un personnage qui est historiquement mort,
Mais bon, après tout, on peut très bien utiliser la théorie du complot à toute époque. Et l'Église et ses manipulations, à l'époque, c'était les prémices. Donc, on va en reparler très certainement dans la suite du récit, dans le tome 2 ou dans le tome 3. Tout à fait. Le choix de passer le récit au Moyen-Âge permet-il de recentrer graphiquement la puissance de l'action, des faits d'armes sur les hommes, plutôt que sur les machines, comme on avait dans Bloc 109, où là on était vraiment dans un autre univers, et là on sent vraiment une puissance humaine. Alors, c'est intéressant ça, j'avais pas pensé sur cet aspect-là. Parce que si par exemple on prend Chaos Team, on s'intéressait avant tout aux hommes, mais à ce moment-là, notre envie était de faire de la SF effectivement très mécanisante. Mais moi depuis longtemps, je ne suis pas quelqu'un d'attaché spécifiquement à un genre ou à quelque chose en particulier. J'ai envie de tester beaucoup de choses, beaucoup d'époques, beaucoup de styles, beaucoup de genres. Donc que ce soit de la SF, que ce soit du western, que ce soit du pirate, que ce soit voilà. Bon. Et le Moyen-Âge, moi, me tentait depuis longtemps. En fait, quand on a initié le Roi des Ribauds, c'était suite à de longues périodes où on avait lu le Trône de Fer, on avait lu Les Rois Maudits, et toute une littérature aussi qui est attachée à ça. Je pense à Conan, on en reviendra cette année, je pense. Mais voilà, moi, ça me titillait beaucoup. Et Vincent, le Moyen-Âge, c'est une époque qui le passionne. En effet, c'est une époque qui transcende en effet le rapport humain, qui est très forte, violente. Je ne sais pas si elle est plus violente qu'aujourd'hui. Le Moyen-Âge n'a pas inventé la Kalachnikov ni la bombe atomique, ni les génocides. C'était violent dans les affrontements, mais le Moyen-Âge c'est tellement vaste qu'il y a plein de périodes à traiter différentes. Il y a des périodes fastes, il y a des périodes plus dures, il y a des périodes d'aventure comme ça. Et c'est ce qui est assez passionnant, c'est que c'est une période suffisamment vaste justement pour trouver suffisamment de récits. C'est pour ça en fait qu'on a été vers ça. On est des gros fans de la série Viking évidemment, et c'est plein de petites choses comme ça qu'on a fini par recouper et qui ont donné ça. Avant tout en fait, ce qu'on voulait traiter, c'était l'aventure, le grand espace. Et le western, aujourd'hui, d'autres très bons occupent l'espace, et on n'avait pas forcément l'envie d'en faire, ni l'idée d'en faire quelque chose, alors que là, avec ces Normands en Sicile, cette épopée normande en Sicile, il y avait vraiment une matière de dingue à faire. On a évoqué Tancrède, donc avec son histoire mystérieuse, passée par les mines de soufre. On ne sait pas trop encore, on ne va pas en dévoiler trop, on ne sait pas trop comment il s'est retrouvé là et comment surtout il en est sorti. Arrivé en Sicile, il traîne derrière lui un légat du pape, oui. Qu'il appelle d'ailleurs Robert. Tout à fait. On ne m'appelait pas comme ça ici, c'est Tancrède. Tout à fait. Ce légat semble jouer un jeu bien trouble. Tout à fait. On a beaucoup de politique en fait. Oui, mais clairement. Je pense que la politique, elle n'est pas l'apanage de notre époque, bien au contraire. L'histoire est ça de passionnant, c'est qu'elle est parsemée de coups fourrés politiques à toute époque, depuis les pharaons, depuis que les sociétés se sont construites de manière très structurée avec un pouvoir étatique. Et c'est aussi ce qui est passionnant, et c'est aussi ce qu'on aime traiter avec Vincent. C'est ces histoires d'hommes pris dans ces tourments politiques, pris dans ces tourments d'échiquier en fait. Donc c'est clairement ce qu'on voulait continuer à creuser. C'est de plus en plus, je pense qu'on a une vraie thématique d'auteur tous les deux, de traiter avant tout des hommes pris dans ces échiquiers-là stratégiques et politiques, parce que c'est ce qui nous passionne. La plupart des séries qu'on fera auront toujours cette thématique-là, parce que c'est quelque chose qu'on aura de cesse de creuser. Est-ce que justement le romanesque du récit est lié à la relation de ces deux hommes, un antagonisme entre le guerrier et le politique? Tout à fait. Tout à fait. Et l'époque le dit suffisamment. C'était à l'inverse du Roi des Ribauds, où on est sur du polar, du thriller très politique, très urbain. Là, bien au contraire, on voulait justement aborder une autre manière de traiter cet échiquier politique, justement, en mettant en regard l'aventure et l'aspect plus politique qui essaye de gérer des affaires humaines à une large échelle, sans forcément justement y arriver, parce qu'il y a tellement d'impondérables qui arrivent que voilà. Nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est développer sur cette série, qui va être au long cours, c'est développer cette relation ambiguë entre ces deux hommes, qui vont d'abord
s'opposer, et puis après par la force des choses, qui vont s'allier et qui vont faire un véritable parcours initiatique à eux et qui vont faire toute leur vie ensemble. En fait. Cette période, ce climat, c'est un magnifique terrain de jeu pour Bah oui, c'est évident. Moi depuis longtemps, je reviens à l'aspect aventure, l'aspect épique et grands espaces, c'est quelque chose qui me tentait beaucoup. Vincent aussi évidemment. Et là justement c'est l'optique de cette série, on va fonctionner par cycle. Donc le premier cycle de 2 tomes se passe en Sicile. Le deuxième cycle, toujours de 2 tomes, ça va se passer en Italie du Sud, avec 2 thématiques où justement nos personnages se remettent en question et sont confrontés à d'autres problématiques. Ensuite on va aller à Constantinople. Ensuite nos personnages vont accompagner un des personnages phares qui est déjà ici, c'est Harald. Ils vont remonter la Volga, donc là on va avoir un road trip sur 2 tomes aussi, jusqu'en Norvège. La Norvège sera l'objet d'un diptyque également. Et on finira avec un dernier diptyque en Espagne pour un western un peu crépusculaire avec nos héros vieillissants, et on terminera là. Donc voilà, on a déjà prévu ça. Et c'est justement ce qu'une telle série peut nous offrir, c'est cette épique, cette aventure. Et à chaque diptyque, c'est changer d'environnement et c'est se remettre à chaque fois en question et mettre en scène une nature qui est aussi hostile à cette époque-là. Il n'y a pas que les hommes, hein, il y a aussi une nature qui est loin d'être domptée et qui est très dangereuse, et quand on voyage, c'est un parcours du combattant. Donc c'est un peu plein de thématiques comme ça que je voulais amener dans cette série-là et qu'on va pouvoir faire justement. On attendra le deuxième tome pour évoquer d'autres personnages, notamment, je pense, les femmes. Oui, tout à fait. Il y aurait à nouveau pendant oui, tout à fait. Pour nous, ce sera l'occasion de se retrouver à ce moment-là. Absolument. Merci Absolument. beaucoup, Renan. Merci à vous, merci à tous. Tout à fait. Oui, je pense. Ouais. Moi, j'ai ce qu'il faut, hein, mais il faut, je pense, du temps et une semaine derrière où je ne parle pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.